Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi 9 février. 2 nouvelles lignes de tram vont voir le jour avec la création des lignes T9 et T10. Cela a été acté hier par le Citral. Airbnb veut éviter le dépassement de la limite des 120 jours de location pour une résidence principale. Pour diminuer les abus, Airbnb s'engage à partager les données avec les villes concernées, notamment Lyon. Préavis de grève lancé par la CGT au Palais des Sports de Gerland, le centre de vaccination et de tests. Trop peu de vaccins, disent également les syndicats, malgré l'arrivée du vaccin AstraZeneca. Pour les syndicats, il est inadmissible que l'ensemble des professionnels n'aient pas tous le même niveau de protection. Préavis de grève aujourd'hui chez Euronews. La crise de la Covid-19 a mis en lumière les acteurs de la recherche. L'incubateur Deep Tech Pulsalis, qui fédère les startups les plus innovantes, n'a pas connu la crise. Sa présidente Sophie Julien sera notre invitée dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis l'Olympique lyonnais qui joue son 32e de finale de la Coupe de France ce soir face à Ajaccio. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 2 nouvelles lignes de tram vont donc voir le jour avec la création des lignes T9 et T10. Cela a été acté hier par le Citral. Les travaux devraient débuter en 2023. Le T9 reliera Vaux-en-Velin à Villeurbanne. Plus de 10 km de voies nouvelles et 20 nouvelles stations pour desservir les Buères, Saint-Jean et La Soie. 224 millions d'euros avec la réalisation d'ouvrages d'art pour traverser le boulevard Laurent-Bonnevet ou encore le canal de Jonage. 15 nouvelles stations et 7,4 km de voies nouvelles sont envisagés pour le T10 qui reliera lui la gare de Vénissieux et le secteur de Gerland en passant notamment par Saint-Fond. Temps de parcours 24 minutes avec un tram toutes les 10 minutes en heure de pointe. 230 millions d'euros d'investissement pour cette ligne T10. Quant à la ligne T6 qui relie déjà Debourg aux hôpitaux Est, elle va être prolongée jusqu'à la Douai. Création de 5,5 km de voies nouvelles et 11 à 12 stations. La création de ces nouvelles lignes permettra de nombreuses interconnexions avec le métro ou les autres lignes de tram. Pour Greenpeace, stopper les vols à l'intérieur du territoire est une nécessité. Dans un rapport, l'ONG épingle 15 liaisons aériennes courtes, dont Paris-Lyon ou Lyon-Marseille, pour lesquelles une alternative plus écologique existe. Lyon-Paris en avion, c'est 66 fois plus polluant qu'en train, estime Greenpeace. Cependant, selon le ministère de la Transition écologique, le trafic aérien intérieur émettait 5,3 millions de tonnes de dioxyde de carbone, ce qui représentait seulement 1,6% des émissions totales de la France. Ce sont en effet les vols internationaux qui restent les plus gros émetteurs de CO2 dans le trafic aérien en France. Airbnb annonce que les propriétaires de Lyon, mais aussi de Paris ou de Bordeaux, ne pourront plus d'ici à la fin de l'année louer des logements entiers pour des séjours de courte durée sans que ceux-ci ne soient enregistrés auprès de la ville. Objectif, éviter les dépassements de la limite des 120 jours de location pour une résidence principale et diminuer ainsi les abus. Airbnb s'engage à partager les données avec les villes concernées via un guichet unique en ligne où elles trouveront rassemblées les données sur l'activité des locations de meublés de tourisme ou encore la collecte de la taxe de séjour et où elles pourront signaler certaines annonces. Autre promesse de la plateforme de location, la création d'un numéro de téléphone pour que les voisins puissent signaler les nuisances dans les locations. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La CGT de la ville de Lyon a déposé un préavis de grève pour l'ensemble des agents du Palais des Sports de Gerland, qui fait office de centre de tests et de vaccination. Préavis déposé pour la semaine prochaine. La CGT demande la reconnaissance des qualifications et responsabilités particulières des agents par la mise en place d'une compensation financière. Les hospices civils de Lyon ont été les premiers à recevoir le vaccin AstraZeneca ce week-end, mais le compte n'y est toujours pas, dénoncent les syndicats du CHU. Les HCL disposaient hier de 16 300 doses du vaccin AstraZeneca, destiné à vacciner en priorité les professionnels du secteur de la santé et de l'aide à domicile, âgés de moins de 65 ans. Les HCL comptent 23 000 professionnels. Pour les syndicats, il est inadmissible que l'ensemble des professionnels n'aient pas tous le même niveau de protection. Faute de réapprovisionnement, la prise de rendez-vous ne peut toujours pas reprendre dans la métropole pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Le planning du mois de février affiche pour le moment 43 000 rendez-vous dans les 14 centres. Le consulat général d'Algérie, situé au 126 rue Vauban dans le 6e, est fermé jusqu'au 13 février inclus, et ce en raison de nombreux cas de Covid recensés par le personnel du consulat. La réouverture dépendra de l'évolution des cas recensés et du degré de contagion au sein du consulat général. Pendant cette fermeture, la représentation diplomatique met en place un service de permanence pour répondre aux demandes urgentes. C'est le cas notamment du rapatriement des dépouilles d'Algériens décédés en France. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet
pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Euronews, chaîne de télévision pan-européenne multilingue basée au Confluent, va connaître ce mardi un mouvement de grève. Une intersyndicale a lancé en effet un appel à la grève de 24 heures. Les salariés sont invités à se réunir devant le bâtiment d'Euronews pour s'opposer à un plan de sauvegarde de l'emploi qui devrait entraîner le départ d'une trentaine de collaborateurs. Euronews emploie actuellement quelques 900 personnes, dont 500 en CDI. Lyon demain, Innovaction. 20 millions d'euros levés pour ces startups, 50 projets financés, 12 nouvelles startups créées. 2020 n'a pas été une mauvaise année pour tout le monde. En tout cas, pas pour Pulsalis. Sophie Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de cet incubateur de startups. Rappelez-nous d'abord ce que c'est Pulsalis. Pulsalis, c'est un incubateur de startups deep tech. C'est un dispositif qui est adossé à l'Université de Lyon et dont l'objectif est de créer des entreprises, d'accompagner du transfert des résultats de recherche vers le monde socio-économique pour créer de la valeur économique à partir de tous les produits, les résultats de la recherche. Deep Tech, c'est quoi ? Alors Deep Tech, ça veut dire qu'il prend ses racines dans la science. C'est un mot un peu à la mode. Ça vient de la profondeur des cerveaux des chercheurs, mais pas forcément uniquement dans les sciences dures, puisqu'on a aussi pas mal de propositions issues des sciences humaines et sociales. La crise sanitaire a ébranlé de nombreux pans de l'économie. Pourquoi votre secteur a résisté, si l'on en croit en tout cas les chiffres de Pulsalis ? Notre secteur a résisté pour deux raisons. D'abord parce qu'il s'inscrit plutôt sur des temps longs et que finalement, pour transformer un résultat de recherche en une réussite économique, il faut plusieurs années. Donc des aléas de quelques mois ne perturbent pas la trajectoire. En tout cas, c'est pas visible à ces échelles de temps. Et de l'autre côté, on est aussi sur des activités de laboratoire, des activités scientifiques. Donc tout ça, c'est sur des temps longs. Donc là, pour l'instant, l'impact a été faible. Votre mission, en quelque sorte, c'est de transformer des découvertes scientifiques, c'est ça, en activité économique. Les chercheurs ne sont pas naturellement des chefs d'entreprise. Alors certains peuvent l'être, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais en fait, c'est vraiment des états d'esprit qui sont assez différents puisque le chercheur, par essence même, cherche, donc doute, donc n'est jamais satisfait des résultats qu'il obtient, et donc il a toujours en fait la volonté de continuer sa recherche. À l'inverse, l'entrepreneur, il est très pragmatique et il se suffit de chaque jour. Donc, vous voyez, il y a une forme éventuellement d'antagonisme entre les deux démarches intellectuelles, mais c'est pour ça qu'on peut arriver à faire des équipes absolument formidables entre un chercheur et un entrepreneur, parce que les deux se complètent et je dirais sont émerveillés par les prouesses de l'autre. Alors quelques projets concrets en cours de développement, par exemple chez Pulsalis, donnez-nous des exemples. On a beaucoup de projets dans le domaine de la santé pour apporter des nouvelles solutions, des vaccins, bien entendu. On a par exemple une jeune start-up qui a été créée en octobre dernier, qui propose et qui a développé un IRM pour petit animal, qui est un dispositif pour les vétérinaires pour permettre, bien entendu, de mieux diagnostiquer chez les chiens, les chats, pour une approche vétérinaire classique, c'est-à-dire auprès de nos amis les bêtes, mais aussi dans le cadre des recherches des laboratoires pharmaceutiques pour avoir des effets sur les médicaments, etc. Donc voilà un exemple. On a développé aussi il y a quelque temps une start-up qui propose un drone un peu spécifique, puisque c'est un drone pour filmer des événements. Alors vous me direz, en ce moment il n'y en a pas non plus énormément, mais des événements sportifs avec un dispositif qui empêche ce drone de tomber sur les spectateurs, puisque c'est une des règles. Pour pouvoir faire circuler des drones, il faut vraiment avoir des dispositifs pour empêcher les accidents. C'est quoi le secret de la réussite ? Qu'est-ce que vous leur dites à ces chefs d'entreprise ou ces chercheurs qui deviennent chefs d'entreprise ? C'est quoi aujourd'hui le secret pour réussir ? Alors le secret pour réussir, c'est déjà d'avoir des résultats qui sont en rupture par rapport à l'existant. Il faut vraiment apporter une proposition de valeur qui est différente de ce qui existe. Et c'est répondre à un besoin qui est un besoin fort. C'est-à-dire que nous, dans notre métier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des temps longs pour aller sur les marchés. Il faut vraiment que la proposition de valeur soit importante pour que des investisseurs, par exemple des banques, acceptent d'attendre avant la mise sur le marché et le fait que ça rapporte un chiffre d'affaires important. Donc, il faut vraiment une proposition de valeur qui est bien travaillée. Faut que ça corresponde à un créneau de marché, un segment de marché aussi qui est rentable. Et ça, c'est un peu plus complexe. Il faut avoir de la patience, faut avoir
du bon sens et faut rester dans la durée. On a parlé de vos bons chiffres de 2020, alors maintenant 2021. On n'est pas encore tout à fait sorti de cette pandémie du Covid. On parle déjà de France Relance, c'est bâtir la France de 2030. Comment Pulsalis peut s'inscrire dans le cadre de ce plan gouvernemental ? Alors pour nous, justement, ça répond totalement à notre ADN, puisque on travaille sur des temps longs et quand on bâtit la France de 2030, c'est comme son nom l'indique pour 2030. Donc on travaille de longue date sur un certain nombre de sujets, des stratégies d'accélération de France Relance. Donc là, on a travaillé à écrire des feuilles de route stratégiques dans les domaines qui sont proposés. Regardez comment les laboratoires ont dans leur tiroir des pépites qu'il s'agira de développer pour répondre à ces enjeux. Et on est associé au niveau national sur l'ensemble des acteurs qui sont en création d'activités proches des laboratoires. Donc on appelle les sociétés d'accélération de transfert technologique, les SAT. Donc on est un réseau national et au plan national, on œuvre auprès donc du secrétariat général au plan d'investissement, donc qui pilote ce PIA 4 et des différents ministères pour être proche des chefs de file et travailler avec eux sur ces stratégies de 2030. On pense qu'on a une vraie proposition, une vraie force qui est l'anticipation qu'ont eu les chercheurs de travailler sur des sujets qui sont des sujets de demain. Donc maintenant, il faut mettre les moyens pour transformer leurs résultats de recherche en véritables produits ou services et créer des entreprises et avoir toute l'ingénierie financière qui va aller du résultat de recherche ensuite au développement déjà d'une première proposition, puis ensuite industrialisation, etc. Donc il faut vraiment que le chaînage soit fait pour qu'on puisse répondre à ces attentes. Merci Sophie Julien. Je rappelle que vous êtes présidente de Pulsalis. Merci beaucoup. Un legs de plus de 420 000 € pour la commune de Champagne-au-Mont-d'Or. Denise Courteuil-Thomas avait choisi de léguer son patrimoine à la ville où elle a travaillé comme assistante sociale et elle a vécu presque toute sa vie. Dans son testament rédigé en 2006, la destination de l'argent était claire. Les œuvres sociales de la commune et plus particulièrement les personnes âgées. La somme ira donc au CCAS, le Centre communal d'action sociale, et aux aides ménagères qui permettent aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles. La commune de Champagne compte 12% d'habitants de plus de 75 ans. Le scénariste et écrivain Jean-Claude Carrière est décédé à l'âge de 89 ans. L'écrivain est mort hier soir dans son sommeil à son domicile parisien. Il avait travaillé notamment aux côtés de Louis Buñuel, Jacques Deray et Milos Forman. Avec le Lyonnais Jacques Deray, il avait signé La Piscine en 69 avec Alain Delon et Romy Schneider, et puis ensuite le film de gangster Borsalino. Rudy Garcia a convoqué un groupe de 20 joueurs pour la réception d'Ajaccio, équipe de Ligue 2, en 32e de finale de Coupe de France ce soir. Des joueurs comme Ben Lamry et Slimani, qui n'ont jamais été titulaires avec l'OL, pourraient profiter de l'occasion. Barre ou encore Cherki, qui ont tous les deux été titulaires pour la dernière fois lors de la victoire à Angers, le 22 novembre dernier, espèrent retrouver le 11 de départ. Absence de Deneyer, toujours blessé, et de Thiago Mendes, suspendu. Le gardien de but allemand, Julian Pollersbeck, défendra les cages lyonnaises. Le remplaçant de Tatarou Sanouf disputera ainsi son premier match officiel avec l'OL ce soir. À l'OL féminin, blessé au mollet lors du match OL Montpellier, Amandine Henry sera indisponible au moins 15 jours. Et puis le champion olympique de boxe Brahim Asloum retire sa candidature à la présidence de la Fédération française de boxe. Il ne veut pas être dans une bataille d'ego. Le temps est à l'union sacrée, pas à la division, affirme le Bergalien. Dominique Nato, ancien entraîneur et directeur technique national, se retrouve désormais seul candidat en lice pour prendre la succession d'André Martin à la tête de la FFB. L'Assemblée générale est prévue le 20 mars. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Mais en attendant, restez prudents.